Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct et on retrouvera, vous le savez, notre invité politique à 8h aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Chevènement qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant. Aujourd'hui, c'est plus qu'une dizaine de départements qui restent en alerte orange canicule et donc sur l'ensemble du territoire, la situation s'améliore beaucoup. Dans les régions, une organisation spécifique a été mise en place pour éviter les conséquences dramatiques de l'épisode caniculaire de 2003. Direction les Vosges, où des mesures ont été prises notamment dans les maisons de retraite. Après la chaleur, c'est désormais la sécheresse qui pourrait poser problème, notamment chez les agriculteurs soucieux du bien-être de leurs animaux qui prévoit des ventilateurs pour leurs vaches. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Les Vosges viennent de traverser un épisode de forte chaleur avec des pics à plus de 30 degrés en journée. Le plan canicule avait été activé automatiquement depuis le 1er juin. Avec ces jours derniers un niveau jaune sur la carte de vigilance météo, le préfet, accompagné du président du conseil départemental, se sont rendus ce jeudi après-midi à la maison de retraite médicalisée des Lois pour vérifier sur le terrain le dispositif de prévention. On n'est pas réellement dans un épisode de canicule, puisque pour qu'il y ait canicule dans les Vosges, il faut que la température soit au-delà de 33 degrés le jour et se maintienne au-delà de 18 degrés la nuit, mais pendant 3 jours. Donc on peut penser qu'a priori cet épisode de chaleur devrait décroître la prochaine nuit et à partir de demain. Il n'en demeure pas moins qu'on doit être extrêmement vigilant. Et depuis la canicule de 2003, les choses ont radicalement changé. Ici, la restructuration de l'établissement et une série de soins listés dans un plan bleu offrent aux personnes âgées des conditions de prise en charge optimum. Alors concrètement, l'établissement aujourd'hui dispose de 3 pièces climatisées. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des animations en pièces climatisées. On organise des séances d'hydratation avec les personnels, les amicalistes, puisqu'on a un amical des résidents. Donc on est vigilant par rapport à l'alimentation, puisqu'il faut apporter des alimentations riches en fibres et en eau. En fait. Et des ventilateurs dans chaque chambre? Alors on a des ventilateurs partout. Certains résidents n'en veulent pas parce que tout le monde n'aime pas, forcément, ça brasse de l'air chaud. Donc on a des ventilateurs partout, on essaye de mettre des stores partout où on peut. On ajoutera qu'en période de canicule, la solidarité citoyenne est aussi essentielle, notamment pour les personnes âgées qui vivent seules à domicile. Qui dit chaleur et soleil, dit aussi sécheresse. L'État est vigilant actuellement sur le niveau des réserves d'eau. Effectivement, nous constatons un certain nombre de déficits, notamment sur le plan des précipitations. Et je vais réunir dès la semaine prochaine un comité sécheresse. D'ailleurs, j'ai déjà diffusé un certain nombre de consignes pour essayer de limiter l'usage de l'eau lorsque cet usage n'est pas totalement nécessaire. Les Vosges étaient placés en vigilance orange pour les orages jusqu'à ce jeudi soir 20h. Et la pluie, c'est justement ce que souhaitent voir tomber nombre d'agriculteurs, notamment les céréaliers. Mais ici, à Clézantaine, au nord de Rambervillers, on se soucie aussi du bien-être animal. De grands ventilateurs ont été installés pour les 130 vaches du GAEC du Bouillot. Ces ventilateurs, ça fait 3 semaines qu'ils sont en service. Et aujourd'hui, avec les chaleurs, la canicule que l'on a, ça fait 3-4 jours. Je peux vous dire que les animaux n'ont pas eu de perte de production. Ils ne salivent plus du tout. On n'a plus de vaches qui suffoquent. Et les vaches sont d'un calme comme si on n'avait pas de chaleur. Donc c'est un bien-être pour les animaux, mais c'est un bien-être aussi pour les personnes, les éleveurs qui s'en occupent. Parce que quand on est dans le bâtiment, on a moins chaud aussi. Donc on est moins stressé aussi. Ce jeudi matin, il faisait déjà très chaud, mais à l'abri, les vaches ne semblaient pas en souffrir. Plus il fait chaud, plus ça tourne vite. Vous avez une sonde, c'est ça? Voilà, donc il y a une sonde de température, donc tout est réglé, je dirais c'est de l'automatisme. Vous vous donnez des consignes de température basse et haute, et les ventilateurs donc s'accélèrent ou ralentissent suivant la température. Dans ce GAEC par ailleurs très automatisé, le bien-être s'applique dès le plus jeune âge. La nurserie est elle aussi équipée de ventilateurs. Les veaux bénéficient, comme leurs aînés, de la régulation des températures.
L'événement du début du mois de juillet, c'est le lancement de la LGV, la ligne à grande vitesse qui reliera Paris à Bordeaux en un peu plus de 2 heures. Alors que la capitale va donc se rapprocher considérablement de Bordeaux, Alain Juppé et Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, ne veulent pas qu'elle devienne un terminus. Ils n'ont pas l'intention d'abandonner le GPSO, ce projet ferroviaire qui doit relier Bordeaux à Toulouse et à l'Espagne, mais qui rencontre plusieurs grosses difficultés. Explication sur place avec Franck Poirot pour TV7 en Gironde. La grande vitesse ne doit pas s'arrêter à Bordeaux, elle doit poursuivre son chemin jusqu'en Espagne et à Toulouse. C'est le combat que compte mener le président de la métropole et maire de Bordeaux, Alain Juppé, et le président de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Ils en font une question de bon sens économique et écologique. La mobilité des personnes et celle des marchandises ne doit plus se faire uniquement par la route. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, le fret de marchandises s'effectue à hauteur de 2,5% par le fer, contre près de 20% en Allemagne. Si la volonté politique est là, le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest se heurte à 2 obstacles. D'une part, les réticences des associations environnementales qui s'opposent au projet, mais surtout à son financement inexistant d'autre part. En fonction des sources, le coût de prolongation de la LGV jusqu'en Espagne et à Toulouse est estimé à plus de 8,3 milliards d'euros. Mais pour Alain Rousset comme pour Alain Juppé, leurs collectivités n'ont pas les moyens de participer au financement de la construction de ce GPSO. Parce que nos collectivités ne pourront pas continuer à faire les efforts qu'elles ont fait par le passé. Vous êtes au courant des coupes budgétaires que nous subissons. Il va donc falloir trouver d'autres sources de financement. L'Europe, sans doute, elle serait bien inspirée de s'engager à fond aussi dans la réalisation de ces grandes infrastructures d'intérêt européen. Et puis, des institutions de financement comme la Caisse des dépôts. Il faut des financements à très long terme pour un projet qui a une longue durée de vie. La métropole a vu ses dotations de l'État baisser de près de 200 millions d'euros depuis 2012. Le président de la République compte encore accentuer ce mouvement en retirant 10 milliards d'euros aux collectivités territoriales dans les 5 prochaines années. Bref, ces collectivités n'ont pas les moyens de manœuvrer pour participer au financement de GPSO. Sur la LGV Bordeaux-Tours, la métropole avait participé à hauteur de 125 millions d'euros, 330 millions d'euros pour la région, sur un coût de 7,8 milliards d'euros. Pour réaliser ce projet, un partenariat public-privé avec une filiale de Vinci, l'ISEA, avait été monté. Elle a financé un peu moins de la moitié du chantier en échange d'une concession sur l'exploitation de la ligne durant 50 ans. Pour le président de la Nouvelle-Aquitaine, renouveler ce type de montage financier pour construire une LGV en direction de l'Espagne et de Toulouse n'est pas souhaitable. Il faut d'abord du financement public parce que c'est des investissements de 100 ans. Donc ça signifie grand emprunt, crédit européen, taxe carbone. Budget de l'État est de 350 milliards. C'est des chantiers qui se déroulent sur 15 ans. On n'est pas capable de dépenser 500 millions d'euros par an pour faire les choses. Et même si la Cour des comptes émet des réserves sur ce projet ferroviaire du Grand Sud-Ouest, Alain Juppé et Alain Rousset sont convaincus de son utilité pour l'avenir. Il faut donc trouver des solutions pour le financer. Le président de la région et celui de la métropole comptent d'ailleurs parler de ce sujet au président de la République, Emmanuel Macron, s'il participe aux festivités de la mise en service de la LGV Tours-Bordeaux le 1er juillet prochain. Pour Alain Rousset, GPSO doit être réalisé à l'horizon 2025-2030. SNCF toujours avec la découverte de Baril, un robot qui fait sensation. Dans le cadre de son Tour de France, le petit appareil qui sert de poubelle autonome a fait escale hier à la gare Saint-Roch de Montpellier. Un prototype testé en conditions réelles et qui pourrait bientôt arriver dans vos gares. Anaïs Tourès pour TV Sud. Un geste suffit pour attirer son attention et Baril se déplace dans votre direction. Le robot poubelle mobile testé par la SNCF a fait étape à la gare Saint-Roch de Montpellier ce jeudi matin, sous le regard intrigué des voyageurs. C'est un beau modèle, amusant, je pense que les enfants ça leur plaira beaucoup. C'est un petit peu inutile parce que si on veut aller à la poubelle, on se déplace, même si on a du mal à marcher comme moi, je vais quand même à la poubelle. J'espère que ça va inciter un peu les personnes à ne pas jeter les papiers par terre ou à les laisser traîner. Baril fonctionne seul, haut de quelques centimètres et design, il attire l'attention des voyageurs sur la propreté en gare grâce à son dispositif high-tech. En fait, c'est un prototype qui est doté d'une technologie laser et caméra avec intelligence artificielle. Ça lui permet de circuler librement et de détecter un obstacle. Ça lui permet également de détecter un mouvement indiquant que vous souhaitez jeter un déchet. Il a une sonde qui, quand la poubelle est pleine, indique qu'il faut la vider. Ça permet notamment aux agents de propreté de travailler sur d'autres tâches plus techniques que les poubelles. Demain, le robot prendra la direction d'Avignon. Il pourrait à terme être généralisé dans toutes les gares.
Direction maintenant la Normandie. Près d'une cinquantaine d'entreprises normandes est présente cette semaine au salon aéronautique du Bourget. Les grandes industries et leurs sous-traitants normands fournissent des éléments de l'Airbus notamment. Voilà, la Normandie se place en 3e région aéronautique en France. Les industriels et élus régionaux y voient un formidable gisement d'emplois. Un reportage d'Éric Terrier-Hermann pour la chaîne normande justement. Le salon du Bourget, c'est le plus gros rassemblement aéronautique du monde. Avec 350 000 visiteurs, dont 150 000 professionnels, c'est un rendez-vous d'affaires incontournable pour tous les industriels de l'aéronautique. Cette année encore, les entreprises régionales montrent leur savoir-faire aux grands comptes internationaux. Airbus, Zodiac, Safran, Thales, ces grands groupes représentent la Normandie. L'aéronautique en Normandie, c'est aussi des start-up, des PME. 42 de ces entreprises ont fait le voyage au Bourget cette année et sont présentes sur les 560 mètres carrés portés par l'association Normandie Aéroespace. C'est une fantastique opportunité pour nos membres parce qu'ils vont rencontrer ici au Salon du Bourget l'ensemble des grands décideurs des domaines aéronautiques et spatials du monde entier. Nous sommes sur un territoire qui est la Normandie, nous aimons notre territoire, nous aimons notre métier et nous aimons aussi, nous partageons cette passion de l'excellence. Parce que pour réussir dans ce métier, effectivement, il faut être excellent dans tous les domaines. Et donc c'est une valeur que nous partageons et elle est profitable puisque nos entreprises se développent et sont reconnues au niveau national et au niveau international. Normandie Aéroespace souhaite accompagner les entreprises normandes à l'international. Nous avons lancé un plan qui s'appelle Cap International 2020 pour emmener nos membres au niveau international. Normandie Aéroespace travaille sur ce sujet-là depuis 2 ans et a organisé pour les 42 exposants de Normands plus de 240 rendez-vous qu'on appelle business to business, dont 30 avec des grands décideurs internationaux. Une des autres priorités de Normandie Aéroespace, c'est de profiter de l'événement pour attirer les jeunes. Susciter des vocations, c'est de mettre en avant des ambassadeurs quelque part, des modèles qui réussissent. En effet, Thomas Pesquet en est un. Je souhaite qu'on fasse parler ceux qui ont réussi dans la filière aéronautique, qui y ont trouvé leur voie, un métier, qu'ils s'y épanouissent. C'est comme ça, je pense, qu'on réussira à convaincre davantage de rejoindre cette belle industrie qui est la fierté de la Normandie et dont on veut que ce soit également la fierté des Normands. Nous savons que l'aéronautique a cette capacité dans l'imaginaire collectif à attirer des jeunes, à attirer des demandeurs d'emploi. Je sais qu'il y a de nombreux jeunes qui vont venir en fin de semaine, qui vont venir des lycées de Normandie pour se promener dans les stands, pour voir un petit peu ce qu'est la filière aéronautique concrètement. Je sais que les entreprises sont disponibles, qu'elles sont très ouvertes vers l'extérieur et c'est à nous, à la région, c'est notre responsabilité que de créer ce lien entre les jeunes dans nos lycées, entre ces jeunes qui sont en recherche d'orientation et ces entreprises qui recrutent et qui tous les jours sont confrontées à une difficulté dont on ne peut pas se satisfaire. Cette 52e édition du Salon du Bourget a été une nouvelle fois le rendez-vous des professionnels du ciel sur terre et une formidable vitrine du savoir-faire normand. Pour finir ce journal, le retour à des méthodes ancestrales en boulangerie. La famille Gérard, le père, la fille et le gendre ont repris une boulangerie artisanale d'un genre bien particulier. Le pain y est cuit dans des fours à bois, des fours paysans à pierre réfractaire comme on les appelle. Il en existait autrefois beaucoup et ils donnent du pain une saveur inimitable. Ils travaillent à l'ancienne en privilégiant les produits locaux. Une partie de leur farine proviennent du village même où la boulangerie est implantée. Gaël Tiss pour Mirabel TV. Ça, c'est les dernières boules au bout de 45 minutes. Il y a toujours 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure de cuisson et la magie opère. Les pains sont dorés et croustillants à souhait. Mais pour obtenir ce résultat, c'est toute une équipe qui a œuvré dès 2 heures du matin pour confectionner la pâte, mais aussi préparer le four à bois. 5 pelles à droite, 5 pelles à gauche. Des bonnes pelles. Parce que là, pendant une demi-heure, ça va brûler. Et ici, le maître du feu, c'est lui. Arnaud était ferronnier avant de se former au métier de boulanger il y a 3 ans pour suivre sa femme et son beau-père dans l'aventure du pain. Maître du feu, Arnaud a aussi dû s'imposer comme maître du temps. On allume à 4h30, 4h30 jusqu'à 5h30. 5h30 on sort, on enfourne vers 7h moins 10. Je défourne et mon four est prêt à rallumer. La deuxième fournée c'est 7h30. Et donc là on est dans les temps, c'est comme ça tous les jours. Une fois les copeaux de bois réduits en cendres, elles sont évacuées vers l'extérieur. Le four nettoyé de ses résidus est alors prêt à accueillir les boules de pâte et à la table de façonnage, la cadence ne faiblit pas pour que tout soit prêt à temps.
Parce qu'une fois que le four est prêt, c'est pas électrique. On peut pas augmenter, on peut pas diminuer. Les pains qui demandent plus de temps de cuisson, on les met à l'arrière. Et ceux qui donnent le plus de couleurs, qui coulent plus vite, on les met devant. Une solution plus économique en termes de combustible, mais qui demande des moyens humains supplémentaires et une organisation extrêmement minutée. Là, on prend les températures, parce que maintenant, on a sorti le pain, on va prendre la brioche. Regardez, 215. 215, la goutte, c'est idéal pour aller enfourner. Roger Gérard, le patriarche de la famille, est boulanger depuis l'âge de 14 ans. C'est lui qui a racheté ses fours à bois il y a 5 ans. L'intérêt était bel et bien de proposer à sa clientèle un pain à la saveur inimitable, quels qu'en soient les efforts. Tout ça, on le met de côté et après on le déchique. Couper le bois, déchiqueter le bois, je veux dire, ça génère une personne de plus. C'est pas évident à l'heure actuelle, mais bon, il y a toujours les possibilités et la volonté de le faire, quoi. C'est surtout la volonté de le faire, parce qu'un boulanger ne compte pas ses heures. Et Roger a su transmettre sa passion à ses 3 filles. C'est d'ailleurs l'une d'elles, Aurélie, qui a repris la boulangerie de Fouligny. Vous avez du pain bûcheron, du pain de campagne, du pain terroir, où là on va avoir des farines plus anciennes, de la farine d'épeautre, de la farine de seigle. C'est pas bio, mais c'est des farines qui sont déjà sans additifs, sans conservateurs, donc ce qui est important de nos jours pour la clientèle. Des farines, mais aussi des matières premières qui sont choisies autant que possible chez des artisans locaux. Joseph Poinsignon est meunier dans le même village. Il livre ce matin la farine qu'il confectionne avec son fils. Entièrement des blés qui proviennent directement de l'agriculteur et tout du secteur. Disons, c'est tout des produits lorrains. Et cela va même jusqu'au combustible puisque ce bois de chêne provient d'une scierie locale. Avec la cuisson au bois, la famille Gérard a su bel et bien se démarquer par le retour à une fabrication à l'ancienne. Ça apporte déjà un goût quand même au pain et puis ça permet aussi une conservation plus longue du produit. Disons que c'est un pain qui aura plus de croûte, donc une mie qui sera quand même beaucoup mieux conservée. C'est des produits qui sont faits vraiment avec amour, c'est un métier qu'on affectionne particulièrement. De savoir que les gens ils font aussi des kilomètres pour venir connaître nos produits. Enfin, je veux dire, c'est une certaine fierté de pouvoir que les gens ils reconnaissent notre travail. Un travail qui leur permet de sortir de ces fours près de 300 miches de pain par jour. Voilà, du travail fait avec amour pour finir ce journal. Voilà, fin de ce JT. Dans un instant, le club des éditorialistes. Et puis tout de suite, on va regarder la une de vos journaux ce matin en région. Voilà, des unes politiques aujourd'hui pour la presse quotidienne régionale avec beaucoup d'interviews exclusives dans vos quotidiens régionaux, à commencer par celle de François Bayrou qui donne une interview à Sud-Ouest. Je connais la politique et sa violence. L'ancien garde des Sceaux a retrouvé hier son bureau de la mairie de Pau et livre son sentiment sur les semaines agitées qu'il vient de vivre. C'est également dans la République des Pyrénées, même groupe, le groupe Sud-Ouest. Pau retrouve son maire. Pour Nord Littoral, c'est un ministre en renfort. On en a parlé dans le journal des territoires, interview exclusive du ministre de l'Intérieur qui vient à Calais pour annoncer des renforts policiers. Pour Nice Matin, on en parlait hier avec Renaud Muselier, qui était notre invité, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ciotti règle ses comptes avec Estrosi. C'est une interview exclusive. Pour la politique, toujours dans l'écho de Haute-Vienne, une loi dont on va beaucoup parler dans les jours qui viennent. Le code du travail par ordonnance. El Khomri en pire. Titre la Haute-Vienne. La loi d'habilitation pour réformer le code du travail par ordonnance est déjà transmise au Conseil d'État. La réforme du bac aussi dans Libération Champagne. Le bac, ça coûte cher. Et ça ne sert à rien, c'est un point d'interrogation. Trop cher à faire passer, trop facile à avoir. Le baccalauréat est la cible de beaucoup de critiques. Et puis, dans la Provence, la justice passe à l'offensive. L'attribution des marchés de l'eau de la communauté urbaine, 3,2 milliards d'euros, a refait surface hier. Et Jean-Claude Gaudin a été entendu quelques heures. C'est l'affaire des marchés de l'eau. Donc, dans la Provence aujourd'hui, dans le Républicain Lorrain, c'est incendie à Cheminot, route et TGV bloqués. Un gigantesque incendie s'est déclaré hier sur un site de recyclage des métaux à Cheminot, près de Lorraine Airport. Pour l'Union de Reims, le déclin démographique de 2013 à 2050, la croissance démographique dans le Grand Est sera la plus faible de France. C'est le titre de l'Union de Reims. Pour le Midi Libre canicule, la vague déferle sur le Midi. Le pic sera atteint avec 40 degrés prévus dans l'Aix,
Languedoc-Roussillon. Pour le populaire du centre, c'est quand les chevaux entrent à l'hôpital, à Limoges. À l'hôpital, eh bien, ils ont innové en accueillant dans son parc des séances d'équithérapie. C'est des séances de soins alternatifs qui ont lieu en complément des soins normaux. C'est dans le populaire du centre. C'est intéressant. Dans la presse de la Manche, Cherbourg, on embarque. Le Queen Mary fait 2 escales toute la journée à Cherbourg. Il embarque 2000 passagers qui vont traverser l'Atlantique dans le cadre de The Bridge, une course opposant le paquebot à 4 trimarans géants. Une escale exceptionnelle qui ancre Cherbourg un peu plus dans le marché des croisières. Le Queen Mary, sans transition. J'accueille le club des éditorialistes ce matin avec Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements, des régions. Bonjour Guillaume, Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec Luc Laventure d'Outre-mer 360, une télévision et un site Internet Outre-mer. Bonjour. Bonjour. Luc, merci d'être avec nous. Et Samuel Ribaud de l'agence locale de presse. Bonjour. Samuel, merci d'être avec nous. On va parler territoire et gouvernement ce matin avec la nomination de Jacques Mézard comme successeur de Richard Ferrand, comme ministre de la cohésion des territoires dans ce gouvernement. Édouard Philippe, numéro 2. Alors vous écrivez, Guillaume Doyen, dans la Gazette.fr d'ailleurs, que c'est un ennemi irréductible de la réforme territoriale qui est nommé à la cohésion des territoires. Pas mal, bien joué en fait. Voilà. Pour succéder à Ferrand, on nous trouve un sénateur du Cantal, un radical. Ancien ministre de l'Agriculture. Ancien ministre, oui, éphémère, hein, d'un ministre de mois. l'Agriculture, d'un mois. Qui défend le duo classique mairie-département, qui va rassurer la ruralité, hein, ça fait partie de son job, qui est assez bon, qui connaît extrêmement bien ses dossiers, et qui, dans l'aventure macroniste, si vous voulez, où on parle beaucoup des métropoles, où on le reproche au fond induit, c'est ça, c'est tout pour les métropoles, les grandes villes, les start-up, la high-tech, et bien voilà, un sénateur qui nous vient de l'Auvergne, ça peut éventuellement... Dans l'Auvergne, on l'a eu sur ce plateau la semaine dernière, il revendiquait vraiment son appartenance. Voilà, il est très bon et très ancré dans son territoire. Je crois qu'il y a de quoi rassurer une partie de la population qui est inquiète quand même. On sait comment ça s'est passé, là, cette transition de l'agriculture à la cohésion des territoires. Il fallait faire une place pour un ministère de l'Agriculture différent. Pourquoi il a transité? Je sais, j'ai pas le détail de l'affaire. J'ai été très surpris de le voir arriver là, même s'il a toute sa légitimité dans cet espace-là. Je pense que dans le casting, il s'est produit quelque chose. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un casting trop techno-urbain, quelque chose qui n'allait pas. Il fallait défendre quand même cette partie de la France, si vous voulez, qui peut se sentir oubliée. Mais n'oublions pas que pour la réforme elle-même, s'il y a encore des réformes des territoires, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avec Madame Gouraud, Vous voulez dire c'est réparti sur plusieurs compétences J'ai pas encore les décrets d'attribution, si vous voulez, mais s'il s'agit encore de fusionner des départements avec des métropoles, de faire des choses comme ça, Collomb sera certainement à la manœuvre. On y verra plus clair dans quelques jours sur ce dossier. Avec Samuel Ribaud, un Emmanuel Macron qui verrouille les postes clés de ce gouvernement, mais en même temps se met en retrait de la photo. Alors il verrouille d'un côté, il se met en retrait en se mettant au milieu, mais en rang 2 de la photo. Oui, du gouvernement. Il veille véritablement à conserver la position qu'il a conquise de manière assez brillante, d'ailleurs, dans les premières semaines qui ont suivi son élection. Voilà, jupitérien, moi, c'est un terme, bon, j'espère qu'il disparaîtra un petit peu parce qu'on y met un petit peu ce qu'on veut, qu'on soit un partisan ou un adversaire d'Emmanuel Macron. Maintenant, il laisse Édouard Philippe à la manœuvre, il laisse aussi entendre que c'est quand même lui qui a tout verrouillé derrière, donc ça continue avec cette communication assez particulière pratiquée par Emmanuel Macron. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, il maintient quand même la dimension, excusez-moi, c'est peut-être un petit peu péjoratif ou trivial comme terme, mais la dimension de fusible qu'avaient les premiers ministres lors des mandatures qui précédaient celles de Hollande et de Sarkozy. Traditionnellement, 5e République, quoi. Exactement, donc voilà, le fusible... Alors, il y a un sondage qui nous intéresse ce matin, un sondage ELAB, 59% des Français sont contents de la composition du gouvernement et 40% mécontents. Alors, Guillaume Doyen, le départ de François Bayrou a commenté, 88% d'entre eux pensent qu'il a eu raison de quitter le gouvernement, 11% qu'il a tort. Oui, ce genre de... Bon, effectivement, le bon sens l'emporte. Bayrou ne pouvait pas rester, de toute façon. Qu'il quitte ou qu'il soit poussé vers la sortie, effectivement, il ne pouvait pas rester. C'est quoi l'autre chiffre? 60% pensent que... 88% pensent qu'il a eu raison, 11% qu'il a tort. Le premier que vous avez cité, c'était... 59% contents de la composition du gouvernement. Bon.
Ça donne quoi? Ça donne une forte majorité d'avance. Je pense franchement que répondre... Êtes-vous satisfait de la composition du gouvernement? C'est un peu hasardeux comme sondage, quoi. Luc Laventure, alors dans les Outre-mer, ça se passe pas du tout de la même manière. Les Outre-mer sont toujours complexes. Oui, complexes. Alors, c'est-à-dire que la vague En Marche qu'on a connue ici, d'abord, elle n'a pas eu lieu. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Bon, quand même, pour rester sur le gouvernement, la ministre des Outre-mer a été réélue, d'une courte tête, mais réélue. Donc elle est en poste à nouveau, Annie Girardin. C'était le point d'interrogation. Elle a passé ce qu'on peut appeler cet handicap avec bonheur. On peut dire également, c'est l'irruption de beaucoup de femmes sur l'échiquier de... Sur l'échiquier de... Les députées femmes pour la première fois à Mayotte, à Saint-Barth, à Saint-Martin, à la Martinique. À la Martinique. 2 femmes en Guadeloupe, ce n'est pas si mal. L'autre chose qu'il faut remarquer, c'est quand même le taux d'abstention qui est record. 73% à la Martinique. Autre chose également, l'irruption sur la scène également de ce qu'on peut appeler un indépendantiste en Polynésie. Un indépendantiste qui ne sait pas où il va siéger. Est-ce qu'il va siéger avec les Insoumis? Est-ce qu'il va siéger avec les Corses? Est-ce qu'il y aura un front outre-mer? Personne ne sait. Mais ce sont des interrogations. Et puis, il faut savoir également qu'il y a eu quelque chose en Nouvelle-Calédonie. On l'oublie souvent, mais je pense que c'est important de le rappeler. On est quand même à 17 mois d'une élection quand même capitale en Nouvelle-Calédonie. Que va devenir la Nouvelle-Calédonie? Avec une sorte de radicalisation de quelqu'un qui a remporté le Grand Chelem, qui est Philippe Gomez, qui a rompu provisoirement, on l'espère, avec son discours consensuel, puisque face à un indépendantiste, il a haussé le ton pour pouvoir réaliser ce Grand Chelem en Nouvelle-Calédonie. Alors je voyais Samuel Ribaud et Guillaume Doyen intéressés par le fait que vous disiez des députés d'outre-mer qui vont siéger avec des députés corses. Oui, alors, faut-il dire que ce sont des indépendantistes ou plutôt dire que ce sont des non-jacobins? Voilà. Ça interpelle Guillaume Doyen, ça, hein? Oui, en effet, on est là, dans cette phase de recomposition, maintenant dans cette phase nouvelle que vous venez de nous décrire. Moi, je n'ai pas les réponses à ça en réalité. Je ne sais pas comment ils vont se comporter. Et on est véritablement dans une phase de recomposition des territoires et peut-être de nouvelle appréhension de la façon dont la France et ses outre-mer doivent être bâtis. C'est les insulaires ensemble, quoi. À ce sujet, il y a le président polynésien Fritsch qui est arrivé... Édouard Fritsch. Qui a été reçu par le Premier ministre hier. Qui dit déjà il faut aller vite, notamment sur ce qu'on appelle les assises des Outre-mer. Et il veut que la Polynésie soit le premier territoire à mettre en place ces assises concernant l'Outre-mer. Donc la position des Outre-mer à l'intérieur de la République. Samuel Ribaud, on parlait tout à l'heure de la Nouvelle-Calédonie. Avec lundi, vous publiez une interview de la nouvelle patronne du groupe Eramet, la branche nickel. Et clairement, alors très clairement, une branche en grande difficulté là-bas. Oui, très grande difficulté parce que le marché mondial s'est effondré et qu'en Nouvelle-Calédonie, où 25% des ressources mondiales sont localisées, il y a eu d'énormes investissements qui ont été faits ces 10 dernières années. Ce sont les plus gros investissements industriels qu'il y a eu sur le territoire français. On le sait peu, mais voilà, ça se chiffrait en plusieurs milliards de dollars. Et Eramet, qui est le dernier groupe minier métallurgique français, a une usine là-bas qui est vieillissante et a été impactée très fortement par la chute des cours du nickel. Aujourd'hui, Christelle Bory, qui est donc la nouvelle patronne, est quelqu'un qui vient du monde de l'industrie, qui n'est pas un ingénieur, qui n'est pas une spécialiste des mines, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour ce groupe, parce qu'elle va le restructurer, elle va le redynamiser, et elle a un mandat qui est très clair. Comment c'est accueilli là-bas, peut-être? Localement, c'est très bien accueilli, parce que la situation est telle. Il faut savoir que l'usine calédonienne était en faillite l'année dernière. Si Manuel Valls n'avait pas insisté, n'avait pas mis de l'argent sur la table et apporté les garanties de l'État, aujourd'hui, la branche nickel serait morte dans le groupe Eramet, il n'y aurait plus d'usine en Nouvelle-Calédonie, et je peux vous garantir qu'au niveau social, politique, économique, ce serait quelque chose de très très grave localement. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, son mandat est clair et il ne se renouvellera pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Samuel. Il a fallu mettre beaucoup d'argent au pot. Et la deuxième chose, ce que dit Samuel est importante, c'est-à-dire que rupture totale dans la culture de l'entreprise. Merci beaucoup Luc Laventure, Outre-mer 360, un site internet et une télévision Outre-mer. Guillaume Doyen de la Gazette des Communes et Samuel Ribaud de l'agence locale de presse, à tout à l'heure. On passe à la météo, le temps qu'il fait aujourd'hui en France, où ça s'améliore sur le plan de la canicule, vous allez le voir. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. On passe aux ZAP tout de suite. On se retrouve après avec Jean-Pierre Chevènement, notre invité politique. C'est sûr, la deuxième photo du gouvernement n'a rien à voir avec celle prise en mai dernier. À peine nommés, les 29 ministres du gouvernement Philippe II se sont réunis pour leur premier Conseil des ministres. Plusieurs fidèles du chef de l'État font leur entrée au gouvernement. Ce député de la Manche, ancien socialiste, Stéphane Travert, est promu ministre de l'Agriculture. C'est une grande fierté pour moi d'arriver dans ce ministère de l'Agriculture, la plus belle, la plus performante du monde. Il remplace Jacques Mézard, qui lui succède à Richard Ferrand. Quand l'architecture gouvernementale nouvelle fait plutôt la place à des gens issus de la droite et du centre plutôt qu'au MoDem, vous voyez bien que l'équilibre politique a changé. Très proches du président, ils n'ont pas 40 ans et deviennent secrétaires d'État. Il s'agit de Benjamin Griveaux et Julien de Normandie. J'ai l'impression que, par exemple, le ministre Le Maire a été bordé par des proches d'Emmanuel Macron. Donc je crois qu'il y a une forme aussi de reprise en main par le château. Peut-être que le président de la République se méfie des politiques. On voit bien que la marge de manœuvre, mais c'était prévisible, du Premier ministre, des ministres de droite, va se réduire. Peut-être qu'à ce moment-là, le président a dit on va prendre des personnes totalement pas exposées, qui n'ont jamais été exposées sur rien. Vous avez beaucoup de chance. Quelques charges et beaucoup de chance. Alors qu'il quitte le ministère de la Justice pour aller rencontrer la justice, semble-t-il, c'est époustouflant de voir cette audace. Une de mes fiertés, c'est d'avoir pu mettre la climatisation dans le bureau des chauffeurs, ce qui n'avait pas été fait depuis plusieurs décennies. Et on y est arrivé en quelques heures. Ce sont des novices et cela va renforcer quoi? Va renforcer l'hyperconcentration et l'hyperverticalité du pouvoir. C'est une charge dont je mesure l'importance et dont je sais, surtout en venant de vous entendre, car je n'ai pas fait que vous écouter, je vous ai vraiment entendu. Autre nouveau visage, Florence Parly, directrice générale de la SNCF. Elle a pris la place de Sylvie Goulard hier soir. Je suis fière, honorée et consciente des responsabilités qui pèsent sur moi. Deux personnalités de droite Macron compatibles intègrent l'exécutif, Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire, et Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur, rallié à Emmanuel Macron depuis mars dernier. Ils sont allés à la soupe, ils ont trahi, enfin vous entendez ça? Oui, on vous écrit cela aussi, j'imagine. Non, mais j'imagine. Je veux dire, ceux qui donnent des leçons de morale, qu'est-ce qui a détruit la droite, hein? Ceux qui ont participé à détruire la droite, c'est ceux qui sont allés à la tribune du Trocadéro. Cette nouvelle équipe réunie autour d'Emmanuel Macron compte désormais 30 membres, 15 hommes et 15 femmes. Il a précisé que ce deuxième gouvernement avait vocation à durer longtemps et à réussir et à contribuer à la réussite de ce quinquennat. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. L'invité politique de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Jean-Pierre Chevènement. Bonjour, merci d'être avec nous, monsieur le ministre, président du club de la République moderne. Vous serez interrogé à mes côtés ce matin par Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour Cyril. Et Mickaël Zambès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Votre interview sera retransmise sur tous les sites internet de la presse quotidienne régionale ce matin, Jean-Pierre Chevènement. Alors le ministre de l'Intérieur est en renfort, comme le dit Nord Littoral ce matin. Il est sur place aujourd'hui là-bas à Calais, après la mort d'un chauffeur routier sur un barrage installé par des migrants en début de semaine. Il a dit qu'il n'y aurait pas de nouveaux centres, mais des renforts policiers. Est-ce que c'est la bonne méthode, la méthode Collomb ? Écoutez, je crois qu'il a dit une chose raisonnable.
On ne va pas recommencer éternellement à installer aux abords de Calais des camps de regroupement. Donc je crois que les pouvoirs publics doivent être fermes là-dessus. C'est le propos de Gérard Collomb, je l'approuve. Il y a beaucoup de questions, Jean-Pierre Chevènement, autour de la future loi antiterroriste, surtout après ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées il y a quelques jours. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, dit ce matin que cette future loi est une pilule empoisonnée qui risque de dissoudre la cohésion nationale en stigmatisant une partie de la population, et notamment au nom d'une religion, évidemment celle qui visait, c'est l'islam. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je pense qu'il ne faut pas être dans la culture du déni. Nous avons à faire face à des épreuves qui peuvent durer longtemps. Et par conséquent, comme on ne va pas maintenir indéfiniment l'état d'urgence, il est bon de faire passer dans la loi un certain nombre de dispositions utiles pour faire reculer le terrorisme djihadiste qui est malheureusement installé pour assez longtemps. Vous approuvez donc la future loi antiterroriste je l'approuve. Et notamment d'instaurer dans l'état d'urgence, dans le droit commun l'état d'urgence, entre autres. D'un examen plus détaillé. Oui. Mais j'en comprends l'intention. Elle me paraît raisonnable. Dites-moi, concernant cet état d'urgence, justement, Jean-Pierre Chevènement, d'un état exceptionnel, on va se retrouver dans un état d'urgence permanent, en quelque sorte. C'est ça qui va se passer. État d'urgence permanent, est-ce que c'est pas un piège quand même pour Emmanuel Macron ? Écoutez, nous ne sommes pas dans un état d'urgence permanent. Nous sommes dans une situation qui va durer longtemps. Ne nous berçons pas d'illusions. Le général Petraeus, général américain qui a exercé en Irak et en Afghanistan, dit que nous sommes en face d'une guerre perpétuelle. J'espère que non. Et tout l'effort de la Fondation de l'Islam que je préside est de faire baisser les tensions, d'amorcer les désescalades, de contrarier ceux qui veulent pousser les surenchères. Mais en même temps, nous avons à faire face à une situation que tous les jours, un incident vient illustrer. Mais dites-moi, juste une petite question. Est-ce que vous trouvez justement que les musulmans de France, finalement, s'expriment assez sur le sujet, descendent assez dans la rue pour dire stop à l'islamisme radical, on n'est pas d'accord avec ça, etc. Écoutez, le président de la République s'est exprimé d'une manière très claire au dîner de rupture du jeûne du CFCM. Il les a félicités pour leur prise de position, car le CFCM a pris des positions, il les a encouragés à continuer dans cette voie, et il leur a dit de la manière la plus claire que les pouvoirs publics seraient avec eux. Donc on les entend assez. Pour mener 3 combats, laissez-moi aller au bout, le combat contre le fanatisme, le combat contre le repli identitaire et le combat civilisationnel et moral pour offrir à une jeunesse souvent dépourvue de repères des chemins d'élévation sociale, mais aussi d'élévation morale et spirituelle. Et je dirais que c'est le rôle des musulmans, bien entendu, et c'est aussi sur un plan purement profane, c'est-à-dire culturel, éducatif, social, le rôle de la fondation que je préside. Vous diriez que l'islam de France, l'islam en France, est en crise ? L'islam de France est en construction. Il faut le faire émerger. C'est un islam éclairé, un islam civilisé, un islam qui doit faire le pari de la formation des imams. Le président est intervenu longuement sur ce sujet, mais je crois que les moyens se mettent progressivement en place. En tout cas, il faut aller de l'avant. Dites-moi, le président a affirmé également lors de ce dîner qu'une certaine pratique de l'islam entretient une forme de ségrégation. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et vous savez, le CFCM a lancé un appel demandant pour les musulmans le droit à l'indifférence. À l'indifférence. C'est-à-dire à ne pas être constamment pointé du doigt, remarqué, stigmatisé, discriminé. Le droit à l'indifférence. Mais il est évident que quand certains courants, je pense notamment aux salafistes, affichent une signalétique vestimentaire, capillaire, ou au niveau des mœurs, manifestent clairement qui ne sont pas en phase avec la société française. Je pense par exemple, on l'a vu, à certains chauffeurs qui ne veulent pas prendre le volant d'un véhicule parce qu'il a été tenu précédemment par une femme. Ce sont des comportements de repli identitaire que le président de la République a justement appelé à faire reculer.
Je pense qu'il y a une responsabilité collective. Personne ne doit s'en exonérer. C'est le travail de tous les Français. Parce que pour faire en sorte que la société française soit unie, il y a au moins un double mouvement qui doit s'effectuer, c'est-à-dire des musulmans vers l'intégration à la communauté nationale, mais aussi de la communauté nationale qui doit tendre la main à ces citoyens de tradition musulmane, qui doit les aider à franchir le parcours d'obstacles, qui est bien souvent l'intégration à la société française. Et c'est comme cela que nous ferons avancer la France, que nous ferons avancer un véritable civisme. Jean-Pierre Chevènement, président du Club de la République moderne, qui est notre invité ce matin, politique dans Territoire d'Info. Jean-Pierre Chevènement, la une de The Economist, cette semaine, c'est Emmanuel Macron qui marche sur l'eau. Est-ce que c'est votre sentiment que le président français marche sur l'eau? Et est-ce que ça peut durer, ça, de marcher sur l'eau? Écoutez, il n'est pas d'homme depuis les débuts de l'humanité qui n'ait fait quelques erreurs. Pour le moment, le président Macron n'en a pas fait. On peut dire que en tout domaine, il s'est imposé, il a incarné sa fonction. Et en politique étrangère, nous étions brouillés avec Trump et Poutine, qui sont quand même à la tête des deux plus grandes diplomaties mondiales, en 3 coups de cuillère à peau, si je puis dire. Sans faute pour vous, du président. Le président Macron a retourné la situation par cette poignée de main qui a fasciné les médias avec M. Trump, et puis en recevant M. Poutine à Versailles, et en parlant franchement sur le fond de tous les problèmes qui se posent, qu'on peut résoudre, ou de ceux qui font encore problème. Monsieur Chevènement, on va vous poser des questions sur la recomposition politique. Simplement, vous parliez d'Emmanuel Macron sur le plan international. Vous êtes le représentant spécial de la France pour la Russie, entre autres. Le président Macron ne fait plus du départ de Bachar el-Assad une priorité, alors que c'était le cas pendant sa campagne électorale. C'est un véritable changement de pied. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Le président Macron a défini une position précise. Par exemple, s'il y a utilisation d'armes chimiques, dès lors que naturellement la provenance en est identifiée, il y a une riposte de la France. Mais en même temps, sur la Syrie, le président Macron prône une solution inclusive de laquelle personne ne doit être exclu, et pas en particulier les représentants de Bachar el-Assad. C'est une nouvelle façon de voir de sa part depuis qu'il était le président. C'est une nouvelle façon de voir, mais est-ce qu'il est dans le piège de la réelle politique? Mais c'est pas un piège, la réelle politique. C'est l'angélisme qui est un piège. Pascal le disait déjà. L'homme n'est ni ange ni bête, qui veut faire l'ange fait la bête. Or, notre politique en Syrie avait conduit à notre cornérisation. Il faut bien le dire, même les Américains ne nous suivaient pas. Nous étions impuissants. Et il ne suffit pas d'ajouter une guerre d'ingérence extérieure à une guerre civile pour résoudre le problème. Ça a été démontré pendant 6 ans. Cette guerre a trop longtemps duré et il faut définir maintenant les bases d'un règlement, l'intégrité territoriale du pays, mais aussi des zones de désescalade, des zones... Vous êtes donc d'accord avec le président Macron? Je trouve que le président Macron a défini une approche réaliste. Il a envoyé le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, à Moscou. Je pense que c'est la bonne méthode. Jean-Pierre Chevènement, pour parler de politique intérieure et du gouvernement Philippe II, la nouvelle ministre des Armées, la Défense, c'est un peu votre dada, si je puis dire. La nouvelle ministre des Armées, Florence Parly, est plutôt une spécialiste des questions, on va dire, budgétaires. Est-ce que, à votre avis, elle va être plus vendeuse d'avions de guerre que chef de guerre? Écoutez, une image, si elle poursuit la politique de Jean-Yves Le Drian, ce sera très bien. Et je pense que la connaissance qu'elle a des dossiers budgétaires ne peut être qu'un atout. Mais les Rafales, nous les avions sur les bras depuis assez longtemps. Ouais. Je n'ai jamais été hostile aux Rafales. J'ai même œuvré à sa certification quand j'étais ministre de la Défense, contre le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard. Mais je rappelle quand même qu'il a fallu attendre 2015 pour vendre nos premiers Rafales. Un gouvernement d'experts. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette méthode? Est-ce que c'est ce qu'il fallait à la France aujourd'hui? Écoutez, il n'y a plus de politique. C'est une femme extrêmement compétente, il se trouve que je la connais bien, qui a tout à fait l'étoffe pour être un très bon ministre. Là, on parle du gouvernement. Oui. On a affaire plus à des experts qu'à des politiques. C'est bien ou pas? C'est une façon de parler. Vous savez, les experts deviennent très vite des politiques.
C'est ce que vous pensez sur... Je ne crois pas qu'on puisse enfermer les gens dans des catégories, la société civile, moi je ne sais même pas ce que c'est. Et puis les politiques. Alors bien sûr, les politiques sont en principe ceux qui sont élus, mais il y en a qui sont élus. Ils sont peut-être un peu moins aux ordres, les politiques. Tandis que là, les experts, on est sûr qu'ils vont être aux ordres d'un hyper-président de l'Élysée qui va vraiment tout prendre en main. Les hommes sur les hommes, ils ont leur conscience, et certains peuvent être amenés, comme l'a fait M. Bayrou, à poser un acte courageux, parce que pour se défendre en tant que garde des Sceaux, il a pensé qu'il était préférable qu'il quitte le gouvernement. C'est courageux de sa part, c'est la marque d'un homme réellement politique qui fait passer sa qualité d'homme politique au-dessus même de son appartenance à un gouvernement. Vous craignez que Macron soit un hyper-président ? Je ne le crains pas, je me félicite de voir à la tête de la France un président qui préside et qui le fait avec à la fois autorité et d'une manière sympathique. Vous avez vu aussi cette recomposition politique que vous appeliez de vos voeux également. La gauche presque disparue, la droite qui commence à exploser en vol également. Vous en pensez quoi ? Nous sommes à la fin d'une période qui a commencé il y a presque 50 ans au congrès d'Épinay, qui a vu les partis présidentialiser leur fonctionnement. 1971, le Parti socialiste. 1976, création du RPR, qui portera Jacques Chirac à la présidence 19 ans plus tard. Donc, cette présidentialisation a abouti à quelque chose dont les Français ne voulaient plus. L'effet essuie-glace, et puis les primaires qui ont donné de très mauvais résultats. Ces partis sont morts, que ce soit les LR ou le Parti socialiste, c'est terminé. Il y a un avant, il y a un après. Ces partis aujourd'hui représentent des forces résiduelles, des groupes parlementaires qui peuvent s'exprimer, qui donc permettront à la démocratie de s'exprimer dans le Parlement. De ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Et la majorité, La République En Marche, elle est juste proportionnée comme il faut. Elle a la majorité, et elle peut compter sur des groupes d'appoint, le MoDem, les Républicains constructifs, les socialistes de gouvernement. Donc c'est une position en or. Dernière chose, le président de la République. Jean-Pierre Chevènement, des députés indépendantistes corses à l'Assemblée nationale, ils sont 3 au total. C'est une première. Ça augure de l'avenir de la Corse et de son statut ? Pas du tout. C'est le résultat de la démission depuis plus de 30 ans de tous les gouvernements, de droite et de gauche. C'est le résultat de l'affaissement des structures politiques locales. Je pense à M. Giacobi au nord, M. de Roccaserra au sud. C'est l'effondrement d'un ancien système dont il est heureux que la Corse se débarrasse. Mais il faut qu'elle invente un système moderne de représentation et ne remette pas son sort à des gens que je persiste à considérer comme dangereux. Jean-Pierre Chevènement, on faisait allusion tout à l'heure à l'interview qu'a donnée François Bayrou à Sud-Ouest et à la République des Pyrénées. Et il dit « Je connais la politique et sa violence ». Il parle même de sauvagerie en disant que la politique est devenue un sport extrême. Je voudrais votre avis, vous qui avez une grande expérience politique. Cette violence en politique, c'est le résultat de la transparence à tout prix. C'est ça qui a changé les choses. Cette violence est consubstantielle à la politique. Vous savez, depuis César et Brutus, on a quand même vu beaucoup à ce sujet. Mais il y a aujourd'hui, en effet, une tendance à voir s'exprimer un soupçon permanent à travers une sorte de machine politico-médiatico-judiciaire qui fait qu'aujourd'hui, un homme politique est par exemple contraint à la démission dès lors qu'il y a une enquête préliminaire qui est ouverte. François Bayrou a dit justement qu'on attendait depuis la jurisprudence Balladur, la mise en examen, qui elle-même n'entache pas la présomption d'innocence. Maintenant, c'est l'ouverture d'une enquête préliminaire. Alors, c'est trop facile de clouer au pilori des hommes politiques. Alors, quelle est la différence finalement ? Moi, je m'adresse à vous, éminents journalistes, entre le sycophante, c'est-à-dire le professionnel de la dénonciation, et le journaliste intègre qui est soucieux de chercher la vérité et de la dire, comme disait Jaurès. Quelle est la différence ? Quelle différence faites-vous ? Merci de cette question, Jean-Pierre Chevènement, qui était notre invité ce matin, président du Club de la République moderne. Merci d'avoir été invité Territoire d'Info. On passe au débrief, justement, intéressant de vos propos dans un instant.
Voilà, alors que Jean-Pierre Chevènement, qui était notre invité politique, quitte ce plateau, eh bien, font leurs entrées André Crête-Nant, le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse Territoire d'Info tout le week-end sur les 9 antennes à travers le monde de TV5 Monde. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, André. Et Guillaume Doyen qui revient, qui dirige la Gazette des communes, des départements et des régions. Donc on passe au débrief des propos de Jean-Pierre Chevènement, mais aussi de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur est sur place à Calais aujourd'hui, après la mort d'un chauffeur routier sur un barrage installé par des migrants en début de semaine. Il a dit d'ailleurs qu'il n'y aurait pas de nouveaux centres, d'ouverture de nouveaux centres, mais des renforts policiers. Quand on a posé la question à Gérard Collomb, Guillaume Doyen, de savoir si la méthode Collomb était la bonne, il a dit oui, très clair. Massivement, j'adhère à ce que propose le ministre de l'Intérieur. Oui, il a balayé un peu vite la situation quand même qui est qui est catastrophique du point de vue humanitaire là-bas, et c'est le défenseur des droits qui a publié un rapport absolument accablant. On ne peut pas laisser comme ça de côté ces éléments-là. Il se trouve qu'il y a des femmes, des enfants, une situation sanitaire désastreuse, une absence de protection totale de populations faibles, populations migrantes faibles, fragiles. Donc je ne crois pas que la réponse strictement sécuritaire qui est utile puisse laisser de côté tout cela. Voilà. En même temps, André Crête-Nant, c'est compliqué d'envisager l'ouverture de nouveaux centres. C'est ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement. Oui, moi ce que je trouve intéressant, c'est que d'ailleurs d'une manière générale, sur ce thème comme sur d'autres actions gouvernementales, Jean-Pierre Chevènement donne un satisfecit à Macron et à l'équipe gouvernementale. C'était ça. Je trouve que la tonalité générale, au-delà même de ce thème, effectivement la situation est très complexe. Vous avez vu qu'il y a évidemment beaucoup de passages. Il y a eu un accident mortel encore il y a quelques jours. Et donc cette situation est complexe. À mon avis, il ne se prononce pas véritablement sur le fond et sur les solutions. Il a plutôt donné un avis plus général sur l'action gouvernementale et en fait sur, voilà, je dirais, sur son analyse bienveillante. Une adhésion même. Une adhésion en fait. À tout, Guillaume Doyen. Il y a eu un espèce de désarmement là du porte-avions Chevènement, rien sur l'Europe, rien sur la souveraineté, voilà. Rien sur son discours habituel, le président Macron, l'état d'urgence, quand même. le parcours sans faute. Oui, l'état d'urgence. On était dans marginalement. Il a peut-être exprimé un désaccord, mais globalement, je suis étonné de ne pas l'entendre porter le discours qu'il incarnait jusqu'à présent et qui finalement, ce discours qui est souverainiste, anti-européen, est pratiquement, là, quand il est revenu un peu en arrière, ce discours-là est un peu à la source de la situation dans laquelle on se trouve. Ça a quand même conduit aussi les partis à se diviser et à créer d'une certaine façon le macronisme. Et le voilà à défendre un président qui quand même est assez libéral, mondialiste, etc. La question, c'est pourquoi ? Alors moi, je trouve qu'il incarne un peu l'histoire, c'est-à-dire ce personnage qui a accompagné, qui a fait une bonne partie de l'histoire politique de ce pays. Il a cité évidemment, il a parlé de la fin d'un système peut-être, il a parlé de la présidentialisation des partis politiques, il a parlé de l'effet essuie-glace. Et ce qu'il dit, c'est intéressant, il dit on arrive à la fin d'une époque. Et au fond, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'effectivement, avec Macron, on est avec une recomposition politique fondamentale qui va durer ? Est-ce que c'est un effet qui ne va pas être aussi profond ? Est-ce que les changements vont véritablement être importants ? Et lui donne, voilà, il dit oui, on arrive à un moment où ces changements, ce qui est au fond assez compréhensible, lui qui a été le partisan de ni à gauche ni à droite. Donc je pense que le fait d'avoir un président qui dit en même temps, ça doit plutôt le réjouir. Alors, j'étais intéressé par ses propos sur l'islamisme radical. Nous sommes dans une situation qui va durer longtemps. Il a cité d'ailleurs le général Pétréus. Une guerre perpétuelle, a dit Jean-Pierre Chevènement en citant ce général américain. En espérant que ce ne soit pas le cas. L'ancien ministre de la Défense qui a parlé là aussi.
on ne peut qu'en prendre acte. Je pense qu'il a malheureusement raison de s'attendre à au moins une bonne décennie dans cette situation. Je ne crois pas d'ailleurs, et il prêtait une attention relativement secondaire au point de vue législatif là-dessus, finalement. C'est bien au-delà que ça va se jouer. Ça va se jouer au niveau de la société. Et là-dessus, je pense qu'il a eu raison d'appuyer sur ce point-là. La question, elle va être aussi sociale, pas seulement législative et pas uniquement répressive. L'intégration aussi. Oui, il n'a pas considéré que l'intégration de certaines mesures qui font partie aujourd'hui du dispositif état d'urgence, cette intégration dans la loi, ne lui posait pas problème. Or, je pense que sur le fond, un certain nombre de ces dispositions doit quand même le gêner sur le plan de la liberté individuelle, mais il est passé au-delà, effectivement, et il considère que ce qui est le plus important, c'est d'avoir une France responsable, des citoyens responsables et une France unie. C'est intéressant ce qu'il a dit sur la violence en politique aujourd'hui, Guillaume Doyen. On a cité devant lui l'interview de François Bayrou à Sud-Ouest et à la République des Pyrénées qui parle d'un sport extrême, la politique maintenant, dans le sens où la violence est devenue... Et au fond, ça a toujours existé. Je suis absolument d'accord avec lui. Je ne trouve pas d'ailleurs que le jeu politique soit devenu spécialement violent, absolument pas. Les joutes verbales, les affrontements l'ont toujours été. Non, je la trouve même relativement policée aujourd'hui, vous voyez. Je trouve même que c'est un peu mou par moment. Et même la situation catastrophique du Parti Socialiste, dont il est quand même un membre éminent, il a été un membre éminent, il n'a pas été très ce que je pense... Je ne vais pas me mettre dans la tête de Jean-Pierre Chevènement, je ne vais pas me livrer. Je crois qu'il assiste à l'effondrement d'un système qui, au fond, l'a rejeté à un moment ou à un autre. Et là, derrière ça, Chevènement se dit « j'avais raison ». Oui, moi je ne pense pas qu'on puisse parler de violence. J'aime pas non plus quand on parle de système politico-médiatique. Il faut se méfier de ce genre de choses. Ce qui est nouveau en revanche, c'est que en fait, le débat porte sur des questions de transparence. Et là, on rejoint effectivement le fait qu'on est dans un moment de changement, que cette question de transparence... elle est désormais essentielle, qu'une moralisation de la politique est importante. Transparence plus dégagisme, les deux cumulés. Plus dégagisme, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de pratiques qui se sont perpétuées pendant des années, et aujourd'hui on arrive à la fin de ce système avec un changement. Donc voilà, on est à ce moment-là, et je pense pas que d'une certaine manière on est dans une phase plus violente. Non, je ne crois pas. Guillaume Doyen ? Non, pas plus violent pour vous ? Absolument pas plus violent. La violence en politique, y compris la violence physique. Regardez, l'agression dont a été victime NKM, le scandale que ça a fait, à juste titre. Mais ça n'était pas une agression d'une très grande violence. Merci Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci André Crétenant, directeur de l'information de TV5 Monde. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. C'est sûr, la deuxième photo du gouvernement n'a rien à voir avec celle prise en mai dernier. À peine nommés, les 29 ministres du gouvernement Philippe II se sont réunis pour leur premier Conseil des ministres. Plusieurs fidèles du chef de l'État font leur entrée au gouvernement. Ce député de la Manche, ancien socialiste, Stéphane Travert, est promu ministre de l'Agriculture. C'est une grande fierté pour moi d'arriver dans ce ministère de l'Agriculture, la plus belle, la plus performante du monde. Il remplace Jacques Mézard, qui lui succède à Richard Ferrand. Quand l'architecture gouvernementale nouvelle fait plutôt la place à des gens issus de la droite et du centre plutôt qu'au MoDem, vous voyez bien que l'équilibre politique a changé. Très proches du président, ils n'ont pas 40 ans et deviennent secrétaires d'État. Il s'agit de Benjamin Griveaux et Julien Denormandie. J'ai l'impression que, par exemple, le ministre Le Maire a été bordé par des proches d'Emmanuel Macron. Donc je crois qu'il y a une forme aussi de reprise en main par le château. Peut-être que le président de la République se méfie des politiques. On voit bien que la marge de manœuvre, mais c'était prévisible, du Premier ministre, des ministres de droite, va se réduire. Peut-être qu'à ce moment-là, le président a dit on va prendre des personnes totalement pas exposées, qui n'ont jamais été exposées sur rien. Vous avez beaucoup de chance. Quelques charges et beaucoup de chance. Alors qu'il quitte le ministère de la Justice pour aller rencontrer la justice, semble-t-il, c'est époustouflant de voir
voir cette audace. Une de mes fiertés, c'est d'avoir pu mettre la climatisation dans le bureau des chauffeurs, ce qui n'avait pas été fait depuis plusieurs décennies. Et on y est arrivé en quelques heures. Ce sont des novices et cela va renforcer quoi? Va renforcer l'hyperconcentration et l'hyperverticalité du pouvoir. C'est une charge dont je mesure l'importance et dont je sais, surtout en venant de vous entendre, car je n'ai pas fait que vous écouter, je vous ai vraiment entendu. Autre nouveau visage, Florence Parly, directrice générale de la SNCF. Elle a pris la place de Sylvie Goulard hier soir. Je suis fière, honorée et consciente des responsabilités qui pèsent sur moi. Deux personnalités de droite Macron compatibles intègrent l'exécutif, Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire, et Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur, rallié à Emmanuel Macron depuis mars dernier. Ils sont allés à la soupe, ils ont trahi, enfin vous entendez ça? Oui, alors, on vous écrit cela aussi, j'imagine. J'imagine. Ceux qui donnent des leçons de morale, qu'est-ce qui a détruit la droite, hein? Ceux qui ont participé à détruire la droite, c'est ceux qui sont allés à la tribune du Trocadéro. Cette nouvelle équipe réunie autour d'Emmanuel Macron compte désormais 30 membres, 15 hommes et 15 femmes. Il a précisé que ce deuxième gouvernement avait vocation à durer longtemps et à réussir et à contribuer à la réussite de ce quinquennat. Fin de Territoire d'Info, on se retrouve demain matin à 7h30 et à lundi aussi. Au revoir.